Merci beaucoup. Nous vous remercions encore pour votre invitation à ce cycle de conférences qui nous a incité à hasarder quelques jalons d'un travail qui pourrait réunir des spécialistes de l'époque archaïque, comme Léa Antoine, et ceux d'époques plus tardives dont moi j'ai essayé de m'occuper. Le format oral et l'accueil généreux que vous nous avez fourni jusqu'ici nous ont poussé à prendre pas mal de risques dans les propositions qu'on voudrait oser, et en tout cas à schématiser peut-être excessivement les questions. Alors on espère que l'ensemble suscitera au pire votre intérêt et au mieux votre approbation. Et je me joins à Paul pour remercier donc toute l'équipe de cet accueil et de cette occasion de vous présenter ces travaux. Sous un titre un peu mystérieux, Incarner la loi, il s'agit de revenir sur une thèse très répandue. Les Grecs ont inventé la politique, entendue comme une pratique rationnelle des affaires humaines. Là où partout ailleurs la gestion de la communauté est nimbée de mysticisme, où le pouvoir échoit à des individus religieusement qualifiés, et où en somme la politique s'identifie au sacré, les Grecs font exception. Cette idée, on la retrouve partout, même chez ceux qui devraient lui être hostiles, comme les spécialistes français de l'école de Paris, bien conscients de la centralité de la religion dans la cité. Pourtant, si l'on ouvre un ouvrage aussi fondateur que les origines de la pensée grecque, on verra qu'il existe une exception de taille à cette centralité, la politique. La fresque que propose Vernant est la suivante. Le monde mycénien était organisé autour d'un souverain qui concentrait toutes les prérogatives, politiques aussi bien que religieuses. La crise de ce monde mycénien, qui va aboutir plus tard au système de la cité, brise cette solidarité et la réorganise. Le pouvoir n'est plus l'apanage d'un individu, mais il est placé esto meson, au milieu de la société. La religion n'est plus l'apanage de celui qui domine, mais elle est confiée à des prêtres qui sont le plus souvent des magistrats. En bref, la naissance de la politique a passé par la neutralisation du sacré. Or, ce mode de réorganisation est une exception, comme le note Vernant dans l'extrait que j'ai mis sur le PowerPoint que je cite. À l'image du roi maître de tout pouvoir se substitue l'idée de fonctions sociales spécialisées, différentes les unes des autres, et dont l'ajustement pose de difficiles problèmes d'équilibre. Les légendes royales d'Athènes sont à cet égard significatives. Elles illustrent un thème très différent de celui qu'on trouve dans beaucoup de mythes indo-européens de la souveraineté. Pour prendre un exemple caractéristique de ces mythes, les légendes royales scythes, rapportées par Hérodote, montrent dans le souverain un personnage qui se situe en dehors et au-dessus des diverses classes fonctionnelles dont la société est composée. Parce qu'il les représente toutes, parce que toutes trouvent également en lui l'origine de ces vertus qui les définissent, le souverain n'appartient plus à aucune. C'est cette idée que nous voudrions contourner en faisant voir les Grecs sous un jour banal. Pour ce faire, le détour par le domaine juridique et plus spécialement de la législation s'impose. Vernant écrit en effet à propos des 7 sages, qui sont aussi des législateurs, que la cité fait appel à ce genre de personnage précisément, je cite, parce qu'il lui apparaît comme un être à part, exceptionnel, un homme divin, que tout son genre de vie isole et place en marge de la communauté. Cela n'invalide cependant pas sa thèse, car il note plus loin que cette effervescence mystique ne dure pas, de sorte que les sages sont, si l'on veut, l'exception qui confirme l'exceptionnalité de la Grèce. Ainsi, précise-t-il, les aspirations communautaires et unitaires vont s'insérer plus directement dans la réalité sociale, orienter un effort de législation et de réforme, mais en remodelant ainsi la vie publique, elles vont elles-mêmes se transformer, se laïciser. L'enjeu de notre propos se trouve doublement précisé. Premièrement, si l'on peut montrer que l'effort de législation s'accompagne d'une effervescence mystique, au-delà de l'époque archaïque, la thèse d'une laïcisation de la politique ne tient pas. Deuxièmement, si cette thèse ne tient pas, l'histoire politique de la Grèce doit être écrite autrement, comme une histoire religieuse. Du moins comme une histoire réintégrant la Grèce dans un monde bien connu des possibles humains. C'est l'histoire de cette Grèce sans miracle, où les hommes ont, comme partout ailleurs, joué la carte de l'extériorité de la loi, qu'on voudrait maintenant tenter de l'époque archaïque à l'époque hellénistique. Alors commençons par l'époque archaïque. Dans une perspective héritée de Louis Gernet, reprise et popularisée par Vernant et ensuite par Détienne, et qui a toujours cours, il me semble,
Le point de rupture entre pensée magico-religieuse d'une part et naissance de la pensée rationnelle et politique d'autre part serait situé au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. À cette période, une synchronie spectaculaire entre l'apparition des premières normes inscrites dans la pierre et l'action d'un nouveau type de personnage, les législateurs, qui ont été mis à l'honneur par le volume 57 des cahiers des études anciennes dirigé par Catherine Psillakis, eh bien cette synchronie permet en effet de concevoir un phénomène unitaire. La fixation écrite du droit, désormais accessible à tous grâce à l'écriture, et donc l'avènement de la politique, alors qu'auparavant le droit écrit, le droit tout simplement, aurait été conservé par des autorités religieuses à la fois autoritaires et corrompues, à l'image des basileis décrits par Hésiode. Cette théorie est formidable, elle a la force de la simplicité. Mais pour fonctionner, elle implique d'occulter beaucoup de données importantes. Premièrement, la ressemblance fondamentale qui unit les législateurs du 7e siècle aux maîtres de vérité précédents, et tout particulièrement l'inspiration divine qui les anime. Deuxièmement, le rapport que les inscriptions normatives entretiennent avec les dieux, que ce soit dans leur intitulé ou dans leur dispositif d'affichage. Enfin, et ce sera mon troisième point, la persistance de pratiques politiques nimbées de rituels au 6e et au 5e siècle. Alors, pour commencer, il faut noter que de nombreuses cités grecques entretenaient, jusqu'à l'époque impériale, le souvenir de l'action d'une figure de législateur plus ou moins légendaire, ayant fondé les institutions au cours d'une large époque préclassique. Parmi les plus fameux de ces législateurs de nos jours, on retient Lycurgue et Solon, grâce à Plutarque, Zaleucos et Charondas, grâce à Diodore de Sicile, et parmi ceux que l'on cite bien moins, Dracon d'Athènes, Pythagos de Mytilène, Philolaos de Corinthe, Androdamas de Rhégion. Si ces personnages ont rencontré un certain succès dans la tradition manuscrite, c'est notamment par leur statut que leur accorde Platon, puis Aristote. Les philosophes athéniens ont notamment entrepris de théoriser l'action de ces personnages et d'en faire un système. Les législateurs seraient les pères uniques des institutions de chaque cité. Mus par une même volonté de résorption des inégalités politiques et architectes de l'harmonie civique. Cela explique aussi pourquoi les détails biographiques relatifs à ces philosophes rois avant la lettre sont aussi stéréotypés, comme l'ont montré notamment les articles réunis par le volume 57 donc des cahiers des études anciennes que j'évoquais. C'est peut-être l'orientation très politique des travaux de Platon et bien plus encore d'Aristote qui ont conduit les modernes à rationaliser l'action de ces nomothètes. Toutefois, si l'on prête attention aux récits conservés dans la tradition manuscrite, on peut placer la focale sur un autre ressort de l'action de ces législateurs, le commerce divin. Cela avait été perçu par Andrew Szegedy Mazak dans un article fondamental paru en 1978, mais c'est à mon sens la thèse encore inédite de Charles Delattre qui met le doigt sur un important point dans ce que les anciens aiment à dire sur les législateurs archaïques. Ce sont des familiers des dieux. Et leurs législations sont directement inspirées, qui par Zeus, qui par Athéna, quand ce n'est pas, dans le cas romain, par Égérie. Je prends quelques exemples, en respectant une chronologie supposée, et donc en commençant par Minos, avec un passage des lois de Platon. L'étranger d'Athènes donc s'exprime. Eh bien, en parlant ainsi, n'est-ce pas Homère que tu suis quand il dit que Minos se rendait auprès de son père tous les 9 ans, et que c'est en se conformant à ses instructions qu'il a établi les lois de vos cités ? Oui, répond le Crétois Clinias, c'est bien ce qu'on raconte chez nous. Platon s'inspire ici de 2 vers de l'Odyssée, mais l'Odyssée évoque l'intimité entre Zeus et Minos sans mentionner les lois. Dans l'Odyssée, on ne sait pas à quoi aboutit cette forme d'intimité. Charles Delattre est revenu sur ce passage dans son article donc, au cahier des études anciennes numéro 57, pour montrer donc que Platon impose ici une solution. Minos, auprès de Zeus, apprend les lois. Un autre cas fameux d'intimité du législateur et du dieu est bien sûr celui de Lycurgue. Selon Hérodote,
Plus anciennement encore, les Spartiates avaient été aussi, presque de tous les Grecs, ceux qui étaient régis par les plus mauvaises lois. Et voici comment ils étaient passés à l'eunomia. Lycurgue, personnage de distinction parmi les Spartiates, était venu à Delphes pour consulter l'oracle. À peine entrait-il dans le temple que la Pythie déclara aussitôt « Tu es venu, ô Lycurgue, à mon opulente demeure, chère à Zeus et aux autres habitants des demeures olympiennes. J'hésite si je proclamerais que tu es un dieu ou un homme, mais je te crois plutôt un dieu, ô Lycurgue. » Il y en a qui prétendent qu'à la suite de ces paroles, la Pythie lui dicta également le cosmos, établi maintenant chez les Spartiates. L'origine des Pythiques des lois de Sparte est une revendication fondamentale pour l'identité civique des Lacédémoniens. Elle est déjà chantée au 7e siècle avant notre ère par Tirtée. Mais Hérodote témoigne ici d'une tradition qui attribuait à un homme divin, Lycurgue, la captation de ces oracles. Moins connu est peut-être le cas de Zaleukos, qui, d'après un fragment d'Aristote, recueillait ses lois directement d'Athéna. Je cite là encore. Cette exactitude règne sur la cité des Locriens. Bien que rude, elle est dans l'eunomia. Lorsque les Locriens demandèrent à l'oracle comment ils pourraient se libérer de leurs fréquentes taracailles, dissensions, l'oracle répondit qu'ils devraient faire des lois pour eux-mêmes. Alors un certain berger, dont le nom était Zaleukos, put proposer aux citoyens de nombreuses et excellentes lois. On lui demanda comment il trouverait les lois, et il dit qu'Athéna lui apparaissait dans son sommeil. Pour cette raison, l'homme fut libéré et reçut la charge de législateur. L'anecdote est largement reprise par Plutarque et par Clément d'Alexandrie, et elle reprend tous les topoi relatifs aux législateurs légendaires. Stasis, ou Taraquet, oracle, besoin de loi, homme providentiel de basse condition, et surtout, inspiré. Il faut insister sur ce point. Les récits concernant les législateurs archaïques sont stéréotypés, certes, mais parmi les stéréotypes les plus récurrents se trouve l'origine divine de la loi. L'autre argument fort des théories rationalistes sur l'avènement du règne de la loi à l'époque archaïque est celui de l'apparition des lois écrites au milieu du 7e siècle. On a eu l'occasion de l'évoquer vendredi. Donc je voudrais premièrement faire remarquer que les lois écrites n'apparaissent pas, contrairement à ce qu'on lit partout, au milieu du 7e siècle. Elles apparaissent et disparaissent à Dréros au milieu du 7e siècle, mais seulement à Dréros. Vers 600, on en connaît à Gortyn et seulement à Gortyn. Vers 550, on en connaît à Gortyn toujours, Élis Argos, et c'est tout. Même en 400 avant Jésus-Christ, au beau milieu de l'âge classique, l'écrasante majorité des cités grecques ne livre aucune inscription à caractère normatif, et ce n'est pas là une lacune de la documentation, même parmi les cités les mieux fouillées, on constate cette absence. À Corinthe, par exemple, ou à Mégara Ibléa. Deuxièmement, et c'est peut-être plus important, ces lois ne sont jamais affichées dans l'espace public, n'en déplaise à Vernon, à Détienne et à tous leurs continuateurs. Les lois de Dréros sont inscrites sur le mur d'un temple d'Apollon delphinien, et même pas sur la façade la plus ornée, face à l'agora, sur une autre façade. Les normes inscrites au 7e et 6e siècle à Gortyn le sont sur le temple du mur d'Apollon pythien. Certains historiens ont proposé de négliger ce fait et de considérer ces édifices comme des lieux publics par défaut, mais il ne me semble pas opportun de prendre, il me semble au contraire plus opportun de prendre les anciens au sérieux et de chercher à comprendre pourquoi ils choisirent d'inscrire des lois sur les temples d'une divinité oraculaire. D'autant que l'on peut verser en outre au dossier le cas des inscriptions éléennes, affichées non pas à Élis, mais à Olympie, à 2 journées de marche de leur centre civique. Or, le sanctuaire d'Olympie est aussi un sanctuaire oraculaire, que l'on songe par exemple au relief de Iamos et de Clytios, les 2 devins, qui ornaient les frontons, un des 2 frontons du temple de Zeus. Je ne m'étends pas sur d'autres éléments à verser au dossier. Ces exemples de normes inscrites au 7e, 6e siècle suffisent, je crois, à montrer que l'écriture de la norme ne permet pas de proclamer l'avènement d'une rationalité politique débarrassée de toute forme de mysticisme religieux. Cette persistance est-elle vraiment surprenante, cependant ? On ne peut pas toujours établir des liens de proximité entre normes écrites et pratiques oraculaires. À Athènes, par exemple, la cité expose à partir du 5e siècle des décrets honorifiques, des traités d'alliance.
au milieu des offrandes accumulées sur l'acropole. Il y a ici rien de prophétique. Toutefois, il faut noter que la proximité formelle de ces premières inscriptions de décrets, avec des inscriptions à destination votive, mérite d'être interrogée. Lorsque les Athéniens du 5e siècle dressent les premiers décrets, ils agissent matériellement exactement comme lorsqu'ils consacrent un pilier de course, ainsi que l'a relevé récemment Elisabeth Meyer. Sauf quand ils emploient directement, comme avec le cas d'IG 134 évoqué vendredi, du matériel consacré en remploi. Un dernier point pour ce qui concerne le matériel épigraphique est celui des intitulés de décrets et autres inscriptions publiques qui commencent fréquemment par une adresse au Dieu. Le code de Gortyn lui-même commence par l'intitulé « Tioi », au Dieu. C'est ce que Rebecca Van Hove appelle un Theoi heading dans un article à paraître prochainement dans la revue Kernos. Et puis on peut ajouter à ce dossier les reliefs qui surmontent quelquefois les décrets et qui figurent presque toujours Athéna accomplissant l'action prévue par le décret. Aurait-on inscrit ces documents pour remercier les dieux d'avoir conduit à leur promulgation ? Même à Athènes, même au 5e siècle, la prise de décision reste nimbée de rituels. Une séance de l'Ecclésia commence par le sacrifice. Des sacrifices et des purifications accomplis par les péristiarchoi, qui portent des porcelets autour de la place, leur tranchent la gorge, pulvérisent le sang sur les sièges, coupent les organes génitaux et les jettent. Outre ce rituel, l'Ecclésia est encadrée par des prières et des malédictions. Quant au lieu où l'on dépose les documents produits par l'administration quotidienne de la cité, il n'est autre que le temple de la mère des dieux, le Métroon, qui flanque le sanctuaire d'Hestia. Pris sous cet angle, la documentation donne l'impression que les lois des cités grecques étaient prises par et pour les dieux. Alors on peut reprendre le même dossier, mais du point de vue d'une histoire strictement intellectuelle, qui permet d'aller au-delà de l'époque classique et qui montrera la continuité de ce genre de conception, y compris jusqu'à des époques très tardives. Pour Vernon, en effet, à partir du moment où la souveraineté est placée est au Mésone, les citoyens peuvent venir l'occuper à tour de rôle sans se l'approprier, de sorte, écrit-il, c'est la citation, écrit-il que la loi, nomos et la justice, diké, se substituent à la puissance du souverain. Pas d'autre roi que la loi commune, nomos basileus. L'expression, qui vient de Pindare, sert à montrer que la loi remplace le souverain au moment où le sacré se sépare de la politique et que cette loi devient chose humaine, discutable par tout un chacun. Mais le simple suivi de la métaphore de la loi comme souverain conduit à compliquer le tableau. Comme vous le savez, cette métaphore connaît des formulations diverses. Nomos basileus, chez Pindare, qui est répété par divers auteurs, de Platon à Clément d'Alexandrie. Despotes nomos, chez Hérodote, qui cite l'ancien roi d'Émarate. Le dikaion empsukon, chez Aristote. Nomos empsukos, ou lex animata, chez un ensemble de penseurs beaucoup plus tardifs, comme Diotogène, Dion de Prusse, Philon d'Alexandrie, et jusque dans la compilation de préceptes juridiques qu'est le Digeste sous l'Empire romain. La formule aura même une certaine fortune au Moyen-Âge, puisqu'elle ressurgit au XIIe siècle. L'ensemble de cette étude sur la métaphore a suscité depuis longtemps l'attention des philologues qui ont cherché à établir des filiations intellectuelles. Et bien qu'elles soient différentes dans le détail, ces conceptions, vous allez voir, sont peut-être réunies par deux caractères. Premier caractère, ces conceptions relèvent d'abord d'une conceptualisation, d'une vision de la loi comme personne. Les normes ne sont pas des textes, mais elles sont une personnification de la communauté capable de donner des ordres à ses membres. Et on pourrait faire ici la longue liste des citations où la loi est conçue comme un souverain en chair et en os. Vous la trouverez par exemple chez Svembro. Inversement, le dirigeant peut être physiquement conçu comme une loi. Dans la Cyropédie, par exemple, Xénophon, c'est une sorte de proto-roman historique, Xénophon explique que Cyrus voulait enjoindre ses sujets à bien agir. Je cite. Il croyait que les hommes devenaient meilleurs grâce encore aux lois écrites. Et il pensa que le bon souverain était pour les hommes une loi pourvue Dieu, parce qu'il est capable d'imposer une discipline, de voir l'indiscipline et de ramener tout le monde dans l'ordre. Le souverain, vous le voyez, est une norme incarnée au sens où il est exemplaire. Son comportement permet aux autres d'apprendre à bien se comporter dans la mesure où ils sont soumis à son pouvoir. Il tire, pour pasticher Vernon, les autres hommes tirent leur vertu de l'imitation du souverain, qui est la loi. Mais, deuxième point, si la loi commande aux hommes,
elle n'est pas leur chose. On se trompe lorsqu'on identifie le nomos avec un droit positif qui est créé et discuté par les cités. Il s'agit au contraire, à travers nomos, d'un fait d'institution, qui par nature ne peut être que extérieur à la communauté qui les élabore. C'est le deuxième caractère. Comme l'a fortement noté Carl Schmitt, je cite, « Le nomos au sens originel est précisément l'immédiate plénitude d'une force juridique qui ne passe pas par la médiation de la loi. C'est un événement historique constituant un acte de légitimité grâce auquel seulement la légalité de la simple loi commence à faire sens. » Le poème auquel Vernon faisait référence, le poème de Pindare, écrit, je cite, que la loi, c'est le vers que vous avez surligné, que la loi commande en rendant juste ce qui est le plus violent, dikaion to biaiotaton. Ça n'est pas du tout une célébration de l'état de droit, c'est un éloge du coup de force, puisque l'opinion la plus répandue est que ce vers fait référence aux violences qui ont été commises par Héraclès contre Guérion et Diomède, donc c'est une justification de la force. Ces deux caractères qui sont conjoints débouchent sur une certaine forme d'ambiguïté. La loi est d'un côté parmi les hommes, et elle est comme eux un être vivant. Mais en même temps, c'est un fait qui échappe à leur maîtrise, qui transcende leur discussion quotidienne. Et pour le montrer, je voudrais prendre le thème qui est a priori le moins favorable, les théories qui tournent autour de la loi comme incarnée dans un homme, dans un souverain, dans un roi. Habituellement, ce thème de la loi incarnée est lu comme une théorisation absolutiste. Le thème est élaboré au IVe siècle dans l'univers de la cité. Il se répand ensuite plus tard, où, nous disent les juristes, il servirait de fondement juridique à la dimension personnelle des rois hellénistiques. Or, j'espère montrer que les textes qu'ils emploient sont beaucoup plus ambigus. J'espère montrer que lorsque ces textes parlent d'une loi qui est faite homme, cette loi n'est pas humaine, ou bien cet homme n'est pas vraiment un homme. Le deuxième élément, ce caractère exceptionnel des gens, le fait que l'homme n'est pas un homme, est le plus clair. Les idées qui tournent autour de la loi comme incarnée supposent toujours l'exceptionnalité de ceux qui la figurent, et parfois même leur caractère divin. Aristote, pour prendre l'exemple le plus ancien, Aristote, lorsqu'il discute des titres des diverses classes sociales à dominer dans la cité, imagine le cas d'un homme, à cas très improbable, d'un homme qui posséderait toutes les vertus. Il note que cet homme ne pourrait pas être admis dans la cité sans qu'on commette une injustice. Il dit, je cite, « Un tel être en effet sera naturellement comme un dieu parmi les hommes », c'est une citation d'Homère, et il poursuit, « D'où l'on voit que la législation aussi doit seulement concerner ceux qui sont égaux à la fois par la naissance et la capacité, mais que pour les surhommes dont il s'agit, il n'y a pas de loi, ils sont eux-mêmes la loi. » La même chose est affirmée dans des textes beaucoup plus tardifs, comme Musonius Rufus ou Plutarque, où les bons souverains doivent toujours s'efforcer de ressembler à des dieux, ou encore dans un texte d'un néopythagoricien plus ou moins inconnu, que les dernières études attribuent à l'époque d'Auguste, premier avant, premier après. Dans le traité de ce néopythagoricien qui s'appelle Diotogène, dans le traité sur la royauté de Diotogène, on trouve une série d'analogies qui aboutissent à faire du roi comme un dieu sur terre. Je cite le passage. « Le même rapport qui unit Dieu au monde unit le roi à la cité, car la cité, je passe un petit peu, car la cité imite l'organisation et l'harmonie du monde, et le roi, parce qu'il exerce un pouvoir sans contrôle et qu'il est en personne la loi vivante, figure Dieu parmi les hommes. » Cette forme d'analogie implique un paradoxe, qu'on peut exprimer d'une manière un peu ramassée. L'ordre du monde, que l'on vient de voir, fait que le souverain est la loi. Mais la loi que le souverain est trouve son modèle en dehors de lui. Le roi est un médiateur qui ne coïncide pas avec ce qu'il figure. Diotogène écrit, je cite, c'est l'autre passage que vous avez là encore en gras, Diotogène écrit que le roi est soit la loi vivante, soit le magistrat qui se conforme à la loi. Tantôt il l'incarne, tantôt simplement il lui obéit. Dans un traité de même attribué à un autre néopythagoricien, Archytas, et dont on discute l'authenticité, on lit dans le même sens, je cite, que parmi les lois, l'une est animée, c'est le roi, l'autre est inanimée, c'est l'écrit. La loi est l'élément principal, continue Archytas. C'est en effet par l'observation de la loi que le roi est légitime. Donc à chaque fois, le même personnage, le roi, est dédoublé. Il est identifié avec la loi et en même temps il est distingué d'elle. Il est tantôt son maître, tantôt son serviteur. Bien sûr, vous pourriez opposer que ces passages un peu contradictoires ne se retrouvent que dans des traités obscurs et mal datés, plus ou moins anonymes. Et pourtant, la même chose se retrouve chez Plutarque, qui peut expliquer par exemple que la loi est l'œuvre du dirigeant, mais que le dirigeant est l'image d'un dieu qui dirige tout. Autrement dit, que le dirigeant ne dirige pas vraiment. Je cite, puisqu'il ne fait que médier les lois d'une raison universelle, je cite. « Mais qui dirigera le dirigeant ?» se demande Plutarque. «
La loi, roi de tous, mortel et immortel, comme le dit Pindare, pas celle qui est écrite dehors, dans les livres ou sur le bois, mais celle qui est incarnée dans sa raison, demeurant toujours avec lui, montant la garde et ne laissant jamais l'âme seule. De la même manière, mais beaucoup plus platement, chez Dion Chrysostome, l'empereur est décrit comme délié des normes et soumis à elles, suivant les textes que l'on consulte. Et parfois, au même moment, il écrit les deux, comme lorsqu'il se demande, c'est la deuxième citation, qui doit observer plus rigoureusement la justice que celui qui est au-dessus des lois. Autrement dit, les mêmes éléments qui, d'après l'historiographie, servaient à établir une théorie absolutiste du pouvoir, peuvent être décrits comme les instruments de sa limitation. Il est tantôt au-dessus des lois, tantôt il leur est soumis. Je voudrais m'arrêter sur un exemple très célèbre de cette ambivalence. Alexandre le Grand, comme vous le savez, est devenu extrêmement triste après avoir embroché son lieutenant Kleitos à la suite d'une beuverie particulièrement arrosée. Un philosophe, Anaxarque, lui a fourni une théorie absolutiste de son pouvoir pour qu'il se console. Je cite. Anaxarque se moqua de lui parce qu'Alexandre ignorait, dit Anaxarque, que depuis toujours les anciens sages avaient représenté Dike assistant par Hédrone de Zeus, pour montrer que tout ce qui était accompli sous l'ordre de Zeus l'était conformément à la justice. Aussi fallait-il penser que tout ce qu'accomplissait un grand roi était juste, d'abord pour le roi et ensuite pour le reste des hommes. Sous cet angle, donc, le souverain peut manipuler la loi à sa guise, puisqu'elle est de son côté. Il est du côté de Zeus, et Plutarque dira même que Zeus s'est Dike. Et pourtant, Anaxarque tord les faits. À l'époque hellénistique, et ensuite bien plus tardivement, il est de coutume de présenter le souverain ou le gouverneur comme partageant son trône avec Dike ou Thémis. C'est une métaphore dont les variantes ont été répertoriées par Louis Robert dans un volume des Hellenica, et c'est peut-être aussi une forme plastique, d'après Kantorowicz, qui a imaginé que les statues des dirigeants dans l'Antiquité étaient flanquées d'effigies de Dike et de Thémis. Il n'empêche que ces associations ne signifient jamais que tout ce que décide le roi est juste, mais au contraire qu'il décide en se soumettant à une abstraction, la loi. J'en donne un exemple, par exemple, chez Dion Chrysostome, qui décrit comment Héraclès a rencontré royauté, fils du roi Zeus. Je cite. La royauté est entourée d'une série de personnifications, Dike, Irénée, Eunomia. Et je cite. Mais celui qui se tient près de la royauté, juste à côté du sceptre, devant un homme robuste, grisonnant, et avec une certaine grandeur d'âme, celui-là est appelé loi. Mais il a aussi été appelé droite raison, conseiller, coadjuteur par Hédros, sans lequel aucune de ces abstractions ne peut produire un décret ou même y penser. Soumission à la loi ou bien supériorité de la loi. Vous voyez donc qu'on est loin du tableau qui est peint par Vernant, mais qu'on est devant un véritable problème. La loi est chose divine ou hors de portée des gens ordinaires. Elle n'est pas l'objet d'une discussion, mais elle requiert l'obéissance depuis une situation d'altérité. Et même quand un homme l'incarne, la loi est dissociée de l'humanité, parce que l'homme qui l'incarne est un dieu, ou bien qu'il est soumis à ses préceptes. En fait, c'est un problème qui est plus général et qui correspond à ce qu'un philosophe, Giorgio Agamben, a appelé, dans un livre où il commente la formule de Pindare, le paradoxe de la souveraineté. Je cite, « Le souverain est dans le même temps à l'extérieur et à l'intérieur de l'ordre juridique. » Comment rendre compte alors de ce paradoxe ? Kantorowicz a montré qu'il n'était pas limité à l'Antiquité, mais qu'il a ressurgi au XIIe, XIIIe siècle, lorsque les juristes ont redécouvert le droit romain. Et dans le droit romain, vous avez des passages d'Ulpien qui expliquent que le roi n'est pas tenu par les lois, mais vous avez toute une série de constitutions ou d'édits qui expliquent qu'il est tenu par les lois. Et Kantorowicz explore une série de jugements qui sont un peu contournés, par exemple Frédéric II, qui est père et fils de la justice, son seigneur en même temps que son ministre, ou la formule du juriste Bracton sur le roi qui est à la fois inférieur et supérieur à la loi. Un peu avant, à peu près dans le même sens, Dumézil avait remarqué dans les années 40 que la souveraineté chez les Indo-Européens est toujours divisée selon deux aspects opposés et pourtant complémentaires. Mitra et Varuna, Fides et Jupiter, Tyr et Odin, Numa et Romulus, etc. Mitra, explique-t-il, est le souverain sous son aspect résonnant, clair, réglé, calme, bienveillant, sacerdotal. Varuna est le souverain sous son aspect assaillant, sombre, inspiré, violent, terrible, guerrier. L'un entretient routinièrement ce que l'autre seul a pu créer soudainement. L'un est de ce monde, l'autre est d'ailleurs. Le phénomène, et c'est le dernier point, le phénomène n'est pas non plus limité aux Indo-Européens, il se retrouve partout dans le monde, autour de ce que les anthropologues ont appelé la royauté sacrée. Il existe des sociétés, et elles sont nombreuses, où le souverain est vivant et mort, homme et chose, mâle et femelle, étranger et autochtone, nocturne et diurne, bienfaisant et malfaisant, magique, religieux, hors norme et incarnateur de la norme. Dans une conférence célèbre,
qui est tout à fait contemporaine des travaux de Dumézil, Evans Pritchard proposait une clé pour comprendre ces figures dédoublées du souverain. Je cite, « À mon avis, partout et tout le temps, la royauté a été dans une certaine mesure une fonction sacrée. Rex est mixta persona cum sacerdote. Il en va ainsi, car un roi symbolise une société entière et ne doit pas être identifié à l'une de ses parties. Il doit être dans la société et pourtant lui être extérieur, et cela n'est possible que si sa fonction est élevée à un plan mystique. » Le paradoxe en trouve alors peut-être éclairé. De même que le souverain est un homme comme les autres, qu'on a fait l'autre du reste des hommes pour qu'il symbolise la société, de même la loi, qui est élaborée par chaque société, est pourtant placée hors d'elle, humaine d'un côté, divine de l'autre, pour éviter son accaparement. Je citerai, pour finir, avant qu'on conclue, une définition très célèbre de la loi, qui est devenue ensuite un lieu commun dans la rhétorique et dans le droit. Vous la trouvez chez Hermogène de Tarse, dans les Progymnasmata d'Aftonios, dans divers traités de droit byzantin et dans le Digeste aussi. Elle vient de Démosthène et elle illustre peut-être cette sorte de dessaisissement de la loi. Je cite. « Toute la vie des hommes athéniens, que la cité qu'ils habitent soit grande ou petite, est réglée par la nature et par les lois. De ces deux éléments, l'un, la nature, est irrégulier et pour chaque individu particulier à son possesseur. Les lois sont un élément commun, réglé, identique pour tous. Les lois veulent le juste, le beau, l'utile, c'est ce qu'elles recherchent. Quand elles l'ont trouvé, c'est là un ordre général, proclamé pour tous, égal et identique pour tous. C'est la loi à laquelle tout le monde doit obéir pour bien des raisons, et principalement parce que toute loi est une invention et un don des dieux, une décision des hommes sages, un correctif apporté aux erreurs volontaires, etc., etc. » En guise de conclusion, alors, on peut proposer 3 thèses pour susciter la discussion. Premièrement, la pensée et la pratique grecque de la loi ne représentent pas une exception. Ici comme ailleurs, la loi est comme extérieure aux hommes qui la font. Pour passer du côté de la loi, il faut mourir à l'humanité. De là ces personnages qui sont toujours à part, inspirés, étrangers, divins, supérieurs et littéralement sacrés, parce qu'ils renvoient à un tout qu'on veut comme transcendant les parties. Pour cette raison, aucune laïcisation ou désacralisation du droit dans l'Antiquité n'a pu se produire. Les Grecs n'ont pas inventé une pratique rationnelle du droit, ni n'ont soumis la loi à une discussion rationnelle. Ils ont en quelque sorte démissionné devant l'origine humaine de leurs normes, et plutôt qu'à eux-mêmes, ils ont préféré les attribuer à autrui. Dans l'Antiquité, la loi est toujours d'ailleurs, ou pour employer un gros mot philosophique, la période demeure marquée par une forme d'hétéronomie. Si la loi est toujours sacrée, au sens où elle doit être mise à part de chacun pour valoir pour tous, cela n'empêche pas l'existence de diverses procédures destinées à la ramener sur terre, lesquelles rendent compte des formulations paradoxales qu'on a pu rencontrer. Il y a ainsi des moyens idéals, comme l'idée d'un roi au-dessus et en dessous de la loi, et des moyens pratiques, comme les rites qu'on a pu alléguer plus haut. C'est alors cette dialectique entre mise à distance et rapprochement qu'il faudrait étudier en profondeur. Nous vous remercions.